Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Smart Sport, édition spéciale en partenariat avec Stratégie qui organise le Grand Prix du sport et de l'e-sport 2023. À mes côtés pour présenter ce palmarès, Sorlin Chanel, journaliste à la rédaction de Stratégie. Bonjour. Pour cette 16e édition, 97 dossiers étaient répartis dans 12 catégories avec au final 13 prix or que nous allons aborder tout de suite. Et pour commenter, chiffrer, contextualiser, Mickaël Tapiro, le fondateur de SMS et mon fidèle et érudit chroniqueur. Bonjour Pierre, et puis hâte de découvrir ce Grand Prix. Et bien justement, tout de suite, place au palmarès. Alors ce palmarès, Sorlin Chanel est avec nous en plateau à l'occasion du Grand Prix Sport et e-sport de Stratégie qui était donc dans les starting blocks, Sorlin. Une centaine de dossiers examinés par un jury de professionnels du sport et de la communication dans 12 catégories avec 13 opérations qui ont hérité d'un prix or, la récompense suprême. Et bien justement, nous allons recevoir notre premier lauréat avec Mickaël Tapiro, le grand vainqueur récompensé par la cérémonie qui s'est tenue au Parc des Princes. Il s'agit donc de la Française des Jeux. Tout à fait, il s'agit même de Paris 11 Sport Point de Vente pour être précis, pour l'opération Virage Pinot effectuée avec l'agence digitale R2. Avec nous pour en parler, Romain Glichenstein, Head of Social et Influence de Paris 11 Sport Point de Vente. Romain, peut-être première question, d'où est venue cette idée un peu folle ? Merci déjà à tous. Pour reprendre un peu la genèse de l'idée, je pense qu'il faut repartir dans un premier temps de ce qui nous anime chez Paris 11 Sport Point de Vente. Et ce qui nous anime aujourd'hui, nous, c'est de générer des émotions, c'est de partager la passion du sport. C'est vraiment ça qu'on recherche. Et donc, quand on s'est posé en début d'année avec mes équipes pour voir quels vont être les temps forts sportifs de l'année sur lesquels on va pouvoir s'appuyer, très vite est arrivée l'idée de c'est la retraite de Thibaut Pinot cette année. Thibaut Pinot, c'est la maison, c'est un coureur de l'équipe Groupama FDJ depuis 14 ans. C'est une icône dans le cyclisme, mais pas que. C'est quelqu'un qui représente justement ses émotions, quelqu'un avec énormément de panache, que les gens adorent. Donc on s'est très vite dit, il y a quelque chose à faire là-dessus. Restait à savoir quoi, comment. Et donc ça, après, on a vite aussi commencé à en discuter avec nos amis de la Fédération Française de la Loose, donc notre partenaire avec qui on fait beaucoup de choses depuis plusieurs années. Voilà, la fameuse Bible de la Loose. On est allé sourcer, on est équipé. C'est ça. Et donc on s'est, comme eux aussi, on partage avec eux cette passion pour le sport, avec un petit ton décalé et un vrai amour pour Thibaut Pinot aussi. Donc ça s'est été assez naturel de pouvoir les impliquer dans ce dispositif avec nous. Mais alors à quoi ça ressemble ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Et qu'est-ce qu'on a fait ? Alors quand on s'est posé la question... Une religion. De quoi faire ? Ouais, une religion, je crois que c'est ça à la fin. C'est une religion. Quand on s'est posé la question de quoi faire, c'est assez aussi venu assez vite de se dire, Thibaut Pinot c'est un fan de foot, c'est un fan du PSG aujourd'hui. Donc est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose autour de cette passion pour le foot et essayer de recréer cette passion qu'il peut y avoir dans l'univers du foot, dans le cyclisme ? Et ce qui représente bien l'univers du foot et la passion du foot, c'est les virages, c'est là que se réunissent les supporters. Donc très vite est arrivée l'idée de se dire on va faire un virage pour Thibaut Pinot, et donc ce fameux virage Pinot. Et après, il restait la question évidemment du où, et donc ça aussi on s'est très vite posé la question, c'est son dernier Tour de France, il s'avère, clin d'œil de l'histoire, que l'avant-dernière étape, ça passe juste à côté de chez lui, et c'est là qu'on va se mettre dans le col du petit ballon, et puis on va réunir tous ses supporters pour partager. Formidable. Choisir Thibaut Pinot dans un sport populaire avec énormément d'humilité, parce que d'ailleurs il en parle très très bien dans le magnifique la Bible de la Loose du sport français. Thibaut Pinot, il se prend pas pour quelqu'un d'autre. C'est un bon champion. Ça n'a pas été un immense champion comme certains, mais justement il a réussi autour de ça à créer de la proximité, de la modestie, du fait qu'on peut s'assimiler à lui quand on est supporter. Alors justement, ce qui est formidable dans votre opération, franchement, je suis assez fan, c'est que des virages Pinot déjà, des virages on en trouve dans toutes les courses, donc dans toutes les courses vous serez présent. Moi j'aimerais bien savoir, maintenant que c'est devenu un mythe, maintenant que vous avez créé une religion, à quand est-ce que Thibaut Pinot sera canonisé ? On espère bientôt, on a d'autres choses là dans les bacs on va dire, pour les prochains mois, on espère qu'il y a des belles surprises qui vont arriver, mais c'est pas fini, on a continué à raconter l'histoire déjà avec la Lombardie qui était sa dernière course, on a refait un petit peu ce dispositif de virage dans un bar pour toutes les personnes qui n'ont pas pu aller sur place en Lombardie, qui a encore une fois super bien marché, on a réussi à retrouver un peu ce sel qui fait l'ambiance du virage. On a encore plein d'autres choses, plein de beaux projets, et donc on espère pouvoir effectivement canoniser ça un jour. Je reviens quand même au Tour de France. L'opération, finalement, a bénéficié d'un écho très large. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les chiffres clés et les retombées de cette opération ? Ouais, c'est une OP qui est effectivement sans précédent, comme on disait tout à l'heure. Une première, je pense, dans l'histoire du cyclisme, et peut-être même du sport, le fait de se greffer comme ça sur un événement pour créer un rendez-vous pour les supporters.
Et les résultats ont été sans précédent, un peu à la hauteur de l'événement. Au final, on est sur des chiffres qui sont ahurissants. On a plus de 180 millions d'impressions générées sur les réseaux sociaux autour de ça. On a eu plus de 2,5 millions d'engagements sur les réseaux aussi, ce qui représente vraiment des chiffres très, 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 très élevés. On a eu plus de 400 retombées presse autour de l'événement. On a eu aussi la une de l'équipe le lendemain, qui a pu diffuser aussi une photo où on remontrait le virage et qui mettait en avant Thibaut Pinot. Et puis, on avait même eu le président Macron qui a fait un tweet sur l'événement. Donc, je pense que là, on peut dire que tout le monde a vu passer l'opération. Sorlin, c'était un plébiscite. Le jury était unanime. A priori, oui. Il n'y a pas eu trop de discussion. Parfois, c'est très serré, mais en l'occurrence, l'opération a fait consensus. Romain Glissenstein, merci, bravo, félicitations. Merci beaucoup. On passe maintenant au coup de cœur du jury, et votre cœur n'a pas vraiment balancé. Non, le cœur du jury n'a pas balancé. Le coup de cœur, là encore, a fait consensus. Il a été décerné à la Fédération française de rugby pour sa stratégie social média Unis pour un rêve, incarnée par le hashtag du même nom. Pour en parler avec nous, Laurent Latour, directeur de la communication et du numérique de la Fédération française de rugby. Bonjour à tous. Bonjour Laurent. Première question, comment finalement utiliser le canal social média pour rallier tout un pays derrière le 15 de France dans un contexte de mondial à domicile ? La première des choses, c'est que notre 15 de France est une pépite. Je pense qu'il porte, au-delà des résultats sportifs qui ont été très bons pendant 4 ans, il porte des valeurs aussi extraordinaires. Donc comment faire ? Transparence, proximité avec les fans, tout simplement leur faire découvrir cette équipe de France au plus près, faire en sorte qu'ils puissent vivre ces moments inside avec les joueurs et montrer cette équipe telle qu'elle est. Je pense que notre maître mot est l'authenticité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle souvent de proximité dans le rugby, de convivialité, mais là, on est, je dirais, dans une distance digitale. Comment est-ce que vous avez réussi justement à mêler les deux ? Parce que c'est vrai que lorsqu'on voit vos films, on est en proximité avec les joueurs notamment. Comment est-ce que, sans les toucher, sans les voir, vous avez réussi à connecter avec tous les supporters ? En associant les joueurs et le staff à notre production de contenu. C'est-à-dire que tout ce qu'on partage avec les fans, c'est fait en bonne intelligence avec les joueurs, avec le staff. Nous définissons ensemble à quel moment nous voulons leur parler, quelle typologie de contenu nous voulons partager, et ça rend ce que l'on partage particulièrement authentique. On travaille avec les joueurs, on fait les contenus sur France Rugby, mais on fait aussi des contenus pour les joueurs, pour leurs propres canaux, parce que les joueurs sont des ambassadeurs aussi de cette équipe de France. Et je crois que c'est travailler en équipe pour nos fans. Et au final, à la fin, nous sommes unis pour un rêve, quel que soit le rêve et son évolution en fonction des résultats sportifs. Effectivement, on ne parlera plus de ce jour funeste. Parlons simplement des activations concrètes qui ont été mises en œuvre. Du coup, est-ce que vous pourriez nous détailler un peu cette stratégie sur les réseaux sociaux ? Oui, alors nous essayons d'innover. Typiquement, au mois de juillet, Instagram a sorti le canal Instagram. Nous avons fait partie des premiers à partir à l'assaut de ce nouveau moyen de communication. Meta nous a fait savoir que nous étions les deuxièmes plus engageants, juste derrière Lena Situation sur le canal Instagram, pour parler directement à nos fans. On utilise aussi beaucoup Twitch, également beaucoup TikTok, qui, je le rappelle, est partenaire du tournoi Destination. Donc nous sommes très engagés sur ces typologies de canaux pour toucher des cibles les plus diversifiées possibles, faire rayonner le rugby tout en nous adaptant aux codes bien spécifiques de ces canaux qui ont leur propre identité. Effectivement, est-ce que, selon vous, au regard de l'évolution de la stratégie de communication de la FFR ces dernières années, ce Prior, c'est un peu le reflet, la récompense de tout ce qui a été mis en œuvre ces derniers temps ? Moi, je suis très heureux pour l'équipe d'abord, parce que je pense à toute cette équipe communication de la FFR qui sont passionnés et engagés pour faire briller le rugby. Je pense que c'est un formidable aboutissement pour tout le monde et ça ne donne qu'une envie, c'est continuer et être encore plus exigeant avec nous-mêmes pour améliorer encore notre communication. C'est peut-être la première fois où la génération des joueurs colle parfaitement à la génération de ceux et celles qui utilisent les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pour vous un début, en tout cas une pierre d'achoppement ? Est-ce que vous avez l'espoir que pour la prochaine Coupe du Monde, on ait des résultats, en tout cas numériques, qui se décuplent ? Vous avez raison. Et pas que numérique. Je ne parlais que du projet et je ne parlais que du Grand Prix. Vous avez raison, je pense que cette génération est aussi la génération des réseaux sociaux. C'est ce qui fait qu'en fait on arrive à faire équipe par rapport à la communication. On n'a pas à convaincre du bien fondé de communiquer sur les réseaux sociaux. Ils le savent, ils le maîtrisent, ils le font. Donc
Nous avançons ensemble, nous travaillons ensemble, nous leur produisons même des contenus parfois lorsqu'ils le demandent. Et c'est ce qui nous permet d'être authentiques et transparents avec toute notre communauté de fans. Merci Laurent Latour, bravo. Merci en 2027, champion du monde. C'est l'objectif. Merci beaucoup. On passe aux autres prix or décernés. Oui, à commencer par un prix or dans la catégorie communication, RSE et sport. La Matmut donc obtient un or pour son programme Le Sport Très Collectif. Pour en parler avec nous, Yann de la Fouchardière, responsable activation de la marque chez Matmut. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce programme ? Oui, alors bonjour à tous. Ce programme, Le Sport Très Collectif, c'est une ambition, agir tous ensemble pour favoriser l'inclusion par et dans le sport. On s'est fixé 3 missions avec ce programme. Mobiliser les fans et les sportifs, donc toujours sur cette thématique de l'inclusion, renforcer l'équité dans le sport de haut niveau et rendre le sport vraiment accessible à tous. En quoi cette politique sert finalement les intérêts de la Matmut ? Alors, il sert nos intérêts à différents égards. D'abord parce qu'il incarne doublement notre raison d'être, à la fois dans sa dimension de vouloir incarner l'inclusion, et puis parce qu'on va être dans des actions très concrètes où on va chercher à accompagner plus de 7800 bénéficiaires. Et deuxième sujet, il nous permet de travailler la relation à la marque, la préférence de marque, puisqu'on va aller sensibiliser autour de notre thématique, et c'est le grand public, et en l'occurrence sur la première saison, plus de 6 millions de personnes. Donc si je comprends bien, l'objectif c'est aussi de travailler la marque et l'association à la marque avec ce programme. Absolument. Eh bien merci Yann de la Fouchardière et bravo pour ce prix. Merci à vous. On poursuit avec le lauréat de la campagne Publicité Print. Oui, Laure dans la campagne Publicité Print qui revient à Waze et son agence Buzzman pour l'opération le Détour de France. Pour en parler avec nous, Julien Liberge, directeur du développement de l'agence créative Buzzman. Julien, vous pourriez nous rappeler le dispositif, ce qui a été mis en place à cette occasion ? Yes, bien sûr. On a donc pour Waze, dans le cadre du partenariat avec le Tour de France, réalisé une campagne d'affichage tout au long du tour et un affichage hyper contextualisé. Que ce soit de l'affichage bord de route, des installations événementielles dans les champs, des affiches directionnelles, etc., etc. On a eu l'occasion pendant les 3 semaines du Tour d'être présent quasiment chaque jour. Est-ce que c'est finalement aussi opté pour un moyen de communication aussi original ? Est-ce que c'est une manière de tirer son épingle du jeu dans un environnement, on le sait, très concurrentiel avec beaucoup de sponsors sur un événement comme le Tour de France cycliste ? Yes, vous avez raison, parce que le premier challenge avec le Tour, donc, c'est de faire une pub qui est remarquée dans un contexte qui est hyper encombré du fait des nombreuses marques qui sont bien tenues par ASO, qui organise le Tour à la perfection depuis des années. Donc pour émerger parmi toutes les marques et avec toutes les contraintes qui sont liées au marketing sportif, au droit, etc., il n'est pas facile de faire de la pub et peut-être encore moins de l'affichage. Donc il est tentant souvent de passer par du sponsoring, de s'adosser à une initiative populaire pour la rendre encore plus forte et ainsi bénéficier de son aura. C'est ce qu'a fait Paris en Sport, bien sûr, avec le virage Pinot. On peut pas dire que ça n'a pas été un immense succès populaire. Néanmoins, avec Waze, de par la typologie du contrat qu'on avait avec eux, qu'ils ont avec le Tour de France, on se devait de faire une pub qui était 100% attribuée à Waze. C'est pourquoi nous, on s'est vraiment attaché à avoir une diversité de messages contextualisés, comme je l'ai dit, et surtout de coller au métier premier de Waze, qui est celui d'être le spécialiste du trafic routier. Et voilà, ces messages ont forcément trouvé une résonance forte avec le Tour de France. On ne peut pas dire que les coureurs et les suiveurs, ils empruntent l'itinéraire le plus direct. Donc c'était le premier, Dites-moi. En fait, c'est très réussi et malheureusement, on va pas avoir le temps d'entendre la suite. Mais en tout cas, bravo, félicitations, Julien Liberge. Merci beaucoup, au revoir. Dans la catégorie publicité audiovisuelle, Sorlin, qui a gagné ? Bien, un or est revenu à Puma et son agence La Fourmi pour la campagne publicitaire Génération Fearless. Pour en parler avec nous tout de suite, Clément Simaro, directeur de la création chez La Fourmi. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous rappeler comment s'articule cette campagne et quelle forme elle a pris ? Bonjour, cette campagne s'articule principalement autour d'un film master de 3 minutes et des contenus spécifiques qui mettent en scène chaque joueur de la campagne qui a été diffusé sur leur réseau propriétaire. On sent derrière cette campagne publicitaire, ce film long, une volonté aussi d'aller sur le terrain de l'entertainment. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on fait de la publicité, cette notion d'entertainment devient un passage obligé pour divertir, pour retenir l'attention, pour accrocher l'attention des consommateurs ?
Oui, je pense que d'une manière générale, globalement, on dérange les gens dans la publicité, donc divertir le public, ça reste la moindre des choses. Et de manière plus spécifique, pour cette campagne, c'est d'autant plus nécessaire puisqu'elle s'inscrit dans un contexte équipementier, qui est un contexte Coupe du Monde, qui reste une des dernières grandes messes médiatiques grand public. Et on sait que dans ces moments-là, les marques et les agences sont attendues pour montrer le meilleur de leur créativité. Ce qu'on a essayé de faire avec ce film qui montre cette relation d'échange et d'inspiration entre les joueurs et leurs fans pour créer un cercle vertueux dans lequel on ne sait plus exactement qui inspire qui. Et est-ce que c'est par leur attitude fearless que les joueurs inspirent leurs fans, ou à l'inverse, est-ce que ce sont les joueurs qui s'inspirent des codes, de l'attitude et de l'état d'esprit de ceux qui les regardent? Voilà, c'est ce qu'on voulait montrer. Et c'est aussi un moyen de créer une relation entre Puma et ceux qui consomment du Puma par ce vecteur de culture populaire commune incarné par les athlètes de la marque, évidemment. Clément Simaro, merci et bravo pour cette récompense. Merci à vous. Meilleure opération spéciale, le vainqueur est, Sorlin? Eh bien, l'or revient à Publicisport et Enedis pour l'opération Branchons les événements. Avec nous pour en parler tout de suite, Guillaume Cossou, coprésident de Publicisport et ancien sportif de haut niveau. Peut-être, Guillaume, pour commencer, rappelez-nous en quoi consistait cette opération Branchons les événements. Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, cette opération, on l'a menée avec notre client Enedis pendant le Classico, donc OM PSG, et on a fait en fait parler le stade Vélodrome en morse, puisqu'on a utilisé le système d'affichage LED autour du terrain pour délivrer un message qui était un message de SOS et un hashtag branchons les événements. On a également travaillé avec des influenceurs pour relayer ce message et cette campagne. On a diffusé un film à la mi-temps et ensuite il y a eu un appel à tous les organisateurs d'événements pour travailler avec Enedis justement sur le raccordement au réseau électrique de leurs enceintes. Donc finalement, Enedis a un message à faire passer au-delà de son statut de partenaire des Jeux et de ses missions dans le cadre des Jeux, c'est de s'adresser à l'ensemble des acteurs du sport et de l'événementiel en France pour adopter l'offre et les solutions fournies par Enedis, si je comprends bien. Exactement, cette opération elle s'inscrit dans la lignée des ambitions du partenariat entre Enedis et Paris 2024. Il y a une chose qu'on ne sait pas forcément, c'est que quand on va voir un concert ou un match dans un stade, en fait, tout est alimenté avec des groupes électrogènes qui fonctionnent au diesel. Et on parle de milliers de litres de diesel qui sont consommés pendant les matchs. Et donc, les raccorder au réseau électrique, ça permet d'économiser 90% d'émissions le jour de l'événement. Donc, c'est très important. Et donc, il y a une vraie acculturation, en tout cas, ce problème à faire avec tous les organisateurs d'événements pour que tout le monde puisse travailler avec Enedis et raccorder du coup son enceinte au réseau électrique. Merci Guillaume Cossou, félicitations pour ce prix de l'opération spéciale. Paris 2024, déjà médaille d'or, Sorlin ? Eh oui, déjà médaille d'or dans la catégorie design pour le travail effectué avec l'agence W. Pour en parler avec nous, Camille Vinec, directrice déléguée à l'identité de marque de Paris 2024. Pourriez-vous nous parler des deux réalisations qui ont été récompensées à l'occasion du Grand Prix Stratégie ? Oui, absolument. Alors, il va s'agir des pictogrammes sport et du retravail de l'identité de l'équipe de France. Forcément, on est très heureux d'avoir eu l'or parce que c'est forcément une couleur de métal qu'on aime bien chez Paris 2024. Le premier projet, ça va être celui des pictogrammes sport, à savoir que à chaque édition, on doit représenter 70 sports et disciplines des Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors nous, on a souhaité s'affranchir des codes souvent fonctionnels, parce qu'en réalité, ces pictos, ils vont être mis en contexte, et de les utiliser comme une illustration, une incarnation d'un message qui est important pour nous, à savoir que le sport change les vies et que ces pictos deviennent des blasons pour créer des familles sportives, un signe de ralliement, j'ai envie de dire quelque part, pour professionnels et amateurs, afin d'incarner leur passion. Donc ça, c'est le premier sujet. Et le second sujet, c'est le retravail de l'identité visuelle de l'équipe de France olympique et paralympique, qui jusque-là avait une identité un peu différente. Le CNOSF et le CPSF, pour les Jeux de Paris 2024, ont souhaité une équipe de France qui soit unifiée. Donc tout le travail a résidé dans le fait d'imaginer un signe puissant qui puisse incarner l'esprit de conquête que tous ces sportives et sportifs français vont avoir à cœur. Ils vont avoir à cœur de briller pendant les Jeux de Paris 2024, qui vont être des Jeux à domicile avec ce que ça comporte d'extraordinaire et de pression. Donc il fallait qu'ils soient un signe à la hauteur de l'événement et de ses sportifs.
Et donc, c'est pour ça qu'on est passé sur un coq de face qui regarde la victoire en face, qui est extrêmement déterminé. Et puis, on a imaginé un territoire visuel à l'avenant, avec une typographie propriétaire pour créer un ensemble graphique qui soit du coup solide, ancré, extrêmement conquérant. Et du coup, c'est pour ça qu'on était très contents de pouvoir présenter ces 2 projets au Grand Prix stratégie du sport et de l'e-sport. Eh bien, bravo, c'est la première Marseillaise pour Paris 2024 et on espère évidemment, Sorlin, qu'il y en aura des dizaines et des dizaines dans 8 mois à Paris. Merci. Merci. C'est la fin de cette édition spéciale en partenariat avec Stratégie. Merci Sorlin Chanel de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup, Pierre. Voilà le numéro spécial que vous sortez. 4 pages, 8 pages, 10 pages consacrées à ce palmarès. Une dizaine de pages, comme sur tous les grands prix que Stratégie réalise tout au long de l'année. Voilà. Je vous invite à aller les découvrir par vous-même, les lauréats, et puis toutes ces opérations qui témoignent de la bonne santé de la communication sportive. C'est passionnant. Tout de suite, Bismart, vos programmes et l'édition normale de Smart Sport dès la semaine prochaine avec les 2 inséparables Tapiro et Tapiro, Franck et Mickaël. Merci.